Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler donc de la web analyse et donc Gilles Dandel et Frédéric Poifol, qui seront vos intervenants aujourd'hui, vous parleront des outils de mesure pour justement contrôler vos performances sur le web. Donc, à qui je vais laisser la parole maintenant pour se présenter rapidement. Bonjour Gilles et bonjour Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, concernant l'agenda, après nous être présentés, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous verrons comment, déjà, que doit-on mesurer et pourquoi. Ensuite, comment est-ce qu'il faut s'y prendre devant la multitude de données qui sont à votre disposition. Et ensuite, nous verrons donc des exemples d'outils que vous pouvez utiliser pour votre business et donc améliorer cette analyse. Et ensuite, on verra que cette analyse vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Merci Pierre. Je suis donc Gilles Landel. Je vais vous parler d'abord très rapidement de WSI en quelques mots, de façon à ce que vous sachiez qui nous sommes et de façon à ce que vous, voilà, vous puissiez comprendre un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire, situer un petit peu le contexte. Donc WSI, c'est une société d'origine canadienne. Le siège est à Toronto. Et notre métier, c'est depuis 20 ans déjà, 20 ans, nous aidons les entreprises à développer leur business avec Internet. Donc évidemment, il y a 20 ans, on faisait moins de choses qu'aujourd'hui. Euh, et vous allez voir dans la slide suivante qu'on couvre pas mal de choses dans le monde du digital marketing. Donc ces 20 années d'expérience nous ont permis d'accumuler un savoir-faire et des retours d'expérience de milliers de clients à travers le monde qu'on exploite, bien sûr. C'est partie de notre patrimoine, notre ADN maintenant, qui nous permet d'être peut-être plus crédible que d'autres qui se lancent dans l'aventure du digital marketing. Euh, donc voilà. On a un réseau d'une cinquantaine d'agences en France et notre métier, comme je vous le disais, c'est d'aider à mettre en œuvre des différents composants du digital marketing. Alors les composants du digital marketing, on a voulu les représenter sous une forme de carte de métro. Et ça redonne un peu cette représentation. Donc, on a essayé de faire simple, mais vous voyez que c'est déjà un petit peu compliqué, puisque vous voyez au centre un espèce de rectangle rouge qui concerne la création d'un site internet et tout ce qu'il faut faire pour faire un site internet. Vous pouvez bien sûr le rendre responsive design, ça c'est de plus en plus important. Si vous voulez pas être pénalisé par Google pour en référencement naturel, si vous n'avez pas un site qui est compatible au mobile, vous risquez d'être pénalisé. Vous pouvez intégrer bien sûr des liens avec les réseaux sociaux, mettre du contenu, faire des landing pages, etc. Enfin, vous voyez, tous les arrêts, toutes les bulles correspondent à des arrêts de métro, correspondent à des techniques, des savoir-faire du digital marketing. Donc ça, c'est pour le site internet. Vous en avez partout pour l'emailing. Et aujourd'hui, l'emailing, il ne faut plus d'emailing comme on faisait auparavant. On essaie d'envoyer du emailing ciblé qui est ciblé par rapport au centre d'intérêt de vos prospects, de vos clients. On fait du référencement naturel. Le référencement naturel, là aussi, ça a beaucoup changé. On développe des solutions pour les mobiles avec des QR codes, des applications mobiles. On fait tout ça. Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans le monde du digital marketing. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la ligne violette, qui est la ligne qui traverse de gauche à droite l'ensemble de ces différents composants. Pourquoi ça couvre tout? Parce que justement, ça touche un peu à tout. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, que l'analytics, c'est pas seulement Google Analytics, c'est plein d'autres outils qui peuvent vous aider à comprendre tout ce qui se passe sur votre site. Alors, qu'est-ce qu'on doit mesurer, Frédéric? Oui, en deux mots, je vais déjà me présenter. Donc, je suis Frédéric Poifol et je suis le co-gérant de l'agence d'Héricourt qui est basée en Franche-Comté et on se situe à mi-chemin entre Besançon et Mulhouse. Et notre agence compte 6 personnes et nous sommes certifiés par Google, nous sommes certifiés Google Partner pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de campagnes AdWords. Et nous sommes aussi, et c'est bien à propos, certifiés Google Analytics pour accompagner nos clients aussi sur la problématique d'analytics. Voilà. Donc oui, le constat qu'on fait, c'est force est de constater qu'au sein des entreprises, les décisions ne sont pas toujours étayées par des faits et des datas, et que il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans le processus de prise de décision.
Cela est d'autant plus vrai dans nos métiers du marketing, où ce qu'on constate souvent, c'est que historiquement, il y a 20 ans, les mesures se faisaient, éventuellement les marketeurs faisaient des mesures d'audience, mais ils étaient bien en peine de relier d'une part ce qu'ils pouvaient constater lorsqu'ils montaient une campagne de publicité avec, par exemple, le comportement des ventes ou ce genre de choses. Et donc, au mieux, ce qu'ils arrivaient à faire, c'était de corréler d'une part les mesures d'audience avec éventuellement l'affluence dans les magasins ou le chiffre des ventes, mais en tout état de cause, ils n'étaient jamais capables d'établir des relations de cause à effet entre les campagnes qui pouvaient être menées et puis les résultats qu'on obtenait. On va voir que ça, c'est un état de fait qui a pas mal changé. Mais historiquement, voilà, il y a le Web Analytics à 20 ans, il y a Urchin a été créé il y a 20 ans aux États-Unis, ça a été le départ de Web Analytics. Il y a 10 ans de ça, et c'est pas loin, 10 ans, Google rachetait Urchin pour que ça devienne Google Analytics. Et donc clairement, dans le domaine du marketing, on constate, il y a un mieux, mais on constate que effectivement la culture de la mesure est pas systématique. Alors quand il s'agit de répondre à la question que mesurer, voilà, vous avez le slide qui détaille les 2 points sur lesquels il faut fixer notre attention. Mais au préalable, je voudrais mettre au point un certain nombre de termes de vocabulaire. Il y en a 3. Le premier, c'est qu'on se comprenne bien sur ce qu'on entend de capital digital. Capital digital, c'est tout simplement l'ensemble des dispositifs que vous mettez en œuvre pour être présent sur le web. Et on parle plutôt de capital digital que de site web parce que bien sûr maintenant la présence en ligne elle est multiforme. Elle va concerner un site web, en général un site corporate pour une entreprise, mais cette entreprise va peut-être aussi avoir un blog ou un site de e-commerce pour vendre un certain nombre de produits, une présence sur des pages de réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et donc le capital digital, c'est l'ensemble de ces points. Le deuxième point de vocabulaire sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est sur ce qu'on appelle les conversions. Qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Dans notre jargon, c'est dès lors que quelqu'un fait quelque chose sur votre capital digital qui a de la valeur pour votre entreprise, on considère que c'est une conversion. En d'autres termes, une conversion, ça va être des choses à peu près évidentes, comme sur un site de e-commerce, quelqu'un qui procède à un achat, ou sur un site classique, quelqu'un qui va envoyer un formulaire à votre service commercial pour lui faire une demande de devis. Et ça peut être aussi des choses un petit peu moins évidentes, comme quelqu'un qui va liker votre page Facebook ou quelqu'un qui va downloader un document technique ou quelqu'un qui va s'inscrire à une newsletter et qui va vous autoriser à lui renvoyer des mails. Toutes ces actions ont de la valeur pour l'entreprise et on verra que c'est à l'aune des conversions qu'on mesure l'efficacité des canaux d'acquisition qu'on met en œuvre. Et là, j'en viens au dernier point, les canaux d'acquisition. Les canaux d'acquisition, c'est simplement les différents leviers de trafic qu'on met en œuvre pour faire venir des gens sur le site. Ok, donc merci. Donc là, c'est effectivement des rappels importants. En fait, on se pose aussi la question de pourquoi mesurer, pourquoi mettre en place tous ces outils de mesure? Parce que tout simplement, comme vous avez sans doute l'habitude de le dire, c'est qu'on aime bien mesurer le retour sur investissement de chaque euro investi et être capable d'identifier quelle campagne, quelle action marketing a été la plus efficace de façon à pouvoir amplifier celles qui marchent bien et au contraire réduire celles qui marchent moins bien, voire les adapter, les changer de façon à les rendre performantes. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Après ce bref rappel, on essaie d'être bref pour aller vite à l'essentiel, vous montrer plein d'outils, puisque c'est ce qui, je pense, vous intéressera le plus. Alors, pourquoi mesurer vos campagnes? C'est encore une fois ce que je viens de vous dire, valider pour optimiser, ou alors changer, trouver des solutions alternatives correctives.
Et grâce au web marketing, c'est ça qui est magique avec le digital, c'est qu'on peut mesurer vraiment l'efficacité de tout ce qu'on fait. Encore faut-il qu'on mette en place et qu'on configure et qu'on teste et qu'on étalonne et qu'on vérifie que tout marche bien. Il ne suffit pas de mettre Google Analytics ou il ne suffit pas de mettre des outils, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas pollués par d'autres indicateurs, par d'autres signaux, etc. On va vous présenter ça, on va expliquer ça en plus dans quelques minutes. Alors justement, face à la multiplicité des outils, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre? Parce qu'il y a plein d'outils, comme le disait Frédéric, il a raison, il ne parle pas que d'un site internet, il y a plein de votre patrimoine digital, il est divers et varié. Comment on fait pour mesurer et se concentrer sur l'essentiel? Alors, l'enjeu ici, c'est d'élaborer le plan de mesure, c'est-à-dire de définir ce sur quoi vont porter notre mesure. Et là, ce qu'on décrit ici, c'est un processus qui est structuré en 5 étapes qui permet justement d'établir ce plan de mesure. Alors, la première étape, elle consiste à définir et documenter les objectifs business. Qu'est-ce qu'on entend par là? En gros, c'est de se questionner sur quelle est la contribution de votre marketing en ligne aux objectifs les plus globaux de votre entreprise. C'est comment ceci s'inscrit dans la stratégie globale. Hein. Et donc là, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler de génération de leads, on va parler de notoriété. On va être à un niveau suffisamment macro pour voir comment on va décliner la stratégie globale de l'entreprise. La deuxième étape, qui est d'identifier les stratégies et les tactiques, là on descend d'un niveau, on va de plus en plus vers l'opérationnel. Et la première étape, donc la définition de la stratégie, c'est on commence à parler de différenciation, on va parler de fidélisation, de panier moyen. On va analyser finement comment on va s'y prendre pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. L'étape suivante, les tactiques, là on est vraiment dans l'opérationnel. Hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment se questionner sur comment sur le site, de façon purement opérationnelle, je m'y prends pour arriver à mes fins. C'est-à-dire que là on va parler de canaux d'acquisition, on va parler de contenu, on va parler de formulaire de contact. Et là, on va vraiment être au niveau de l'opérationnel du site et globalement, qu'est-ce qu'on attend des visiteurs et qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent. L'étape suivante, qui va être les KPI, ça va consister à définir les indicateurs clés de succès. Hein. KPI, excusez-moi, c'est encore un terme anglais qui veut dire Key Performance Indicator. C'est les performances clés de succès. On va identifier les indicateurs qui vont permettre de mesurer l'efficacité des tactiques qu'on a décrites précédemment. Et on va agréger l'ensemble de ces KPI, de ces données, dans un tableau de bord qui va permettre de piloter l'ensemble du processus. Et sur ces KPI, on s'attachera à définir des responsabilités. Parce que là, on est dans un processus de pilotage et de management. Et donc, il faut aussi s'attacher à ce qu'il y ait des gens qui se sentent responsables et propriétaires des KPI dont on parle. Hein, donc, les 3 premières étapes, elles sont clairement une démarche top-down. On part de la stratégie globale de l'entreprise jusqu'à aller aux tactiques opérationnelles et à la façon dont on va les mesurer. La 4e étape, ça va consister à segmenter. Segmenter, ça consiste simplement à sélectionner un set de data qui va permettre d'identifier un comportement particulier à ce segment. Par exemple, si on est sur un business qui est local et où il est important de toucher une clientèle locale, on va par exemple sur Google Analytics paramétrer les réglages de telle façon qu'on puisse isoler les visiteurs qui se trouvent dans un rayon de 50 km par rapport au point de vente. C'est ça qu'on appelle segmenter, c'est-à-dire qu'on analyse qu'une portion des datas, mais pour essayer de mettre en évidence des comportements qui sont particuliers à ce segment. Et puis le dernier point du plan de mesure, c'est de s'assigner des objectifs. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en termes de management. On est vraiment dans une logique où on se fixe des objectifs. On mesurera ensuite les écarts entre le réalisé et les objectifs qu'on s'est donnés. Et on construira des plans d'action pour réduire ces objectifs. Alors, sur le slide suivant, je voudrais vous présenter un exemple de plan de mesure que
On a mis en œuvre pour une entreprise qui comptait, je ne veux pas rentrer dans le détail de cette entreprise, mais qui comptait de l'ordre de 150 points de vente en France, et qui donc avait pour son site corporate une problématique de comment servir au mieux ces 150 points de vente qu'ils appelaient les adhérents, comment faire en sorte que le site corporate contribue à ses adhérents. Et donc, on voit de façon claire que l'objectif business, la contribution du site internet, c'était de développer les affaires de chaque adhérent, que la stratégie, elle était sur 2 axes, mais on peut bien sûr imaginer de construire d'autres axes de stratégie, mais il y avait la décliner sur 2 axes, être présent localement et puis favoriser la prise de contact. Et ensuite, tout de suite, dans la partie opérationnelle, on voit que les tactiques qui sont mises en œuvre pour atteindre les objectifs, par exemple pour la stratégie présence locale, ça a été de développer sur un store locator. Alors ce qu'on appelle le store locator, c'est jamais que l'outil qui permet de localiser le point de vente le plus proche pour un visiteur qui est sur le site, mais on conçoit bien que cette tactique qui consiste à investir dans cet outil et faire en sorte que cet outil soit le plus efficace possible, et ben cette tactique vient bien contribuer à la stratégie qui consiste à être présente localement. De la même façon, on a mis en place des campagnes AdWords en local cette fois-ci, parce que Google AdWords permet de localiser les visiteurs autour d'un certain nombre de points de vente, donc c'était vraiment l'outil adéquat la tactique adéquate pour développer du trafic sur le site qui était vraiment ciblé par rapport à la problématique d'être présent localement. De la même façon, je ne vais pas tous les passer en revue, mais de la même façon, sur la partie favoriser la prise de contact, une des tactiques consistait à faire du couponing, donc proposer sur le site le téléchargement de coupons pour que les gens ensuite se retrouvent sur le point de vente et aillent réclamer la ristourne qui est annoncée sur le coupon. Et donc là, j'en viens au KPI derrière, on voit qu'on a des indicateurs de succès qui vont mesurer l'efficacité de la tactique qui est mise en œuvre. Par exemple, pour le couponing, là, on est même sur du multicanal, puisque ça va finir dans le magasin, mais dans le magasin, les gens vont venir avec le coupon qui a été téléchargé, et on va pouvoir mesurer l'usage qu'on a fait et le retour sur investissement de l'opération de couponing. Voilà, donc on a la strate des KPI là, qui va mesurer l'ensemble qui va mesurer l'efficacité des tactiques, et puis la segmentation dont je vous ai parlé tout à l'heure, là tout bêtement, on est sur une problématique géographique, donc il est pertinent de segmenter les visiteurs en fonction de leur localisation, est-ce qu'ils sont proches d'un point de vente ou pas, mais aussi dans les tactiques mises en œuvre, on sélectionne un certain nombre de canaux marketing qu'on veut développer. Bien entendu, ça a du sens de développer les segmentations sur ces canaux. Alors, si je résume un peu ce qu'on disait et de la façon dont on processe tout ça, la mesure, le premier rond bleu là que l'on voit, c'est l'application du plan de mesure. Donc, fort de l'application de ce plan de mesure, on est à même de construire un rapport, qu'on appelle le tableau de bord. Et ensuite, une fois qu'on a ce rapport, on va faire une analyse par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, par rapport on va analyser les écarts entre les objectifs et le réalisé, et puis on va segmenter ces données pour comprendre l'origine de ces écarts. Et fort de cette analyse, on va émettre un certain nombre d'hypothèses sur la cause de ces écarts. Par exemple, imaginons que on a un taux de conversion sur un faible taux de conversion sur un formulaire de contact, un formulaire qui permet de faire des demandes de devis. On peut imaginer que à l'analyse du comportement des visiteurs sur le site, on peut imaginer qu'on va se rendre compte que, par exemple, probablement, l'hypothèse, c'est que le formulaire est trop compliqué et que à ce stade, on perd beaucoup de visiteurs et les gens ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ne veulent pas, par exemple, communiquer leur numéro de téléphone sur le formulaire de demande de devis.
Donc fort de cette analyse et de cette hypothèse, on va mettre en place un test qui va permettre d'infirmer ou de confirmer la validité de l'hypothèse. L'hypothèse étant, le formulaire de contact est trop compliqué. Et donc le test là, il va consister ou à mettre en œuvre ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire à proposer de façon alternative un formulaire de contact complet ou un formulaire de contact simplifié, ou alors de basculer directement vers un formulaire de contact simplifié, mais en tout état de cause de tester si le fait de changer le formulaire permet d'améliorer le taux de conversion. Et donc ensuite, lorsqu'on a mené à bien ce test, on revient sur la partie amélioration, merci, on revient sur la partie amélioration, où là, globalement, on s'est enrichi du résultat du test, à savoir, est-ce qu'on a confirmé ou pas l'hypothèse, mais en tout état de cause, on s'est enrichi de cette information. On a acquis une meilleure connaissance du business, du comportement des prospects, on a amélioré l'expérience utilisateur en simplifiant le formulaire. Et donc, on voit que là, on commence à redémarrer un nouveau cycle de mesures et qu'on rentre dans le cercle vertueux de l'amélioration continue. Et la clé de tout ça, c'est la mesure, en fait. Hein. C'est à chaque fois, lorsqu'on mesure, on s'étonne des écarts par rapport à ce que l'on attend, et fort de ça, on s'instruit encore plus du fonctionnement et on enrichit le site internet. Super, merci Fred. En tout cas, je pense que ta matrice, ton tableau est très clair et montre bien, met bien en évidence les points essentiels. Je pense que tes commentaires étaient très pertinents. On va juste essayer d'aller gagner un peu de temps parce qu'on voudrait pouvoir vous montrer quelques outils et peut-être faire des petites démos pour vous montrer de manière interactive des exemples concrets. Mais en tout cas, je voulais juste rappeler que le digital, c'est un outil magique. Il faut mettre en place des outils de pilotage, comme vous l'a expliqué votre Frédéric à l'instant. Mais il faut aller, on met pas en place des outils que pour se faire plaisir. C'est pas que c'est vraiment un impact fort sur votre business. Grâce à ça, ça peut être un moyen très très puissant pour comprendre ce qu'attendent vos clients, vos prospects, vos visiteurs, de comprendre ce qui marche sur les produits qui marchent le mieux en termes de vente, en termes de développement, qui contribuent. Et donc, c'est vraiment essentiel de s'intéresser à ces chiffres, à ces données, et s'appuyer sur les données, puisque là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de données. Avec le digital marketing, c'est juste magique. On a parfois même trop de données. Vous allez voir, ça peut devenir un peu compliqué. Il faut se concentrer, arriver à faire parler ces données. C'est pas le tout d'avoir les données, il faut de l'information. Et un patron, il a besoin d'informations pour piloter, pour optimiser sa boîte. Donc, ce cercle vertueux de l'amélioration continue qui était présenté par Frédéric il y a quelques instants, il est juste essentiel et il est possible aujourd'hui avec le digital marketing, ce qu'on avait beaucoup de mal à faire avec les médias traditionnels précédents, parce que effectivement, mesurer l'efficacité d'une campagne de pub à la presse ou à la radio ou à la télé, etc. On sait mesurer l'impact sur la notoriété, mais le reste, sur l'efficacité concrète d'une campagne sur la vente d'une campagne, c'est difficile. Alors que là, on peut presque tout faire. C'est pas magique, mais presque. Alors justement, on voulait vous présenter un rapide tour d'horizon des différents outils de mesure qui sont à votre disposition aujourd'hui sur le marché. Alors, on les a pas tous listés, mais on en a quand même cité quelques-uns. Il y a une multitude aujourd'hui d'outils pour mesurer vos actions. Vous vous rappelez tout à l'heure sur la carte du Digital Map, la carte de métro, il y a une ligne analytique qui traversait tout ce qu'on faisait. Et donc Google Analytics est bien sûr identifié comme étant un outil de mesure très puissant et important, et Frédéric va nous en parler un peu plus dans quelques instants. Mais il y a plein d'autres outils qui sont peut-être complémentaires, utiles, en fonction de ses besoins, à s'intéresser. Alors, on en a identifié quelques-uns qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, HubSpot, SocialBaker, BuzzSumo, QuickSprout et j'en passe. On va vous présenter les plus importants et puis on essaiera de conclure là-dessus. Ça vous va? Alors, Google Analytics,
qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, on a pas mal d'agences qui sont certifiées Google Analytics dans le réseau WSI. On a même des centres de production qui sont experts en Google Analytics. Donc on a les compétences, les capacités de vous conseiller là-dessus, mais plus que vous conseiller, vous dire ce que c'est que Google Analytics, je vous propose, Frédéric, si tu veux bien. Tu es encore là? Non, pas de Oui, doute. oui, je suis là, je suis Ah, là. ok. Donc, c'est que Donc, si tu veux bien, Frédéric, je vais te donner la main pour que tu prennes, que tu puisses montrer ton écran et nous montrer un peu comment tu utilises Google Analytics et ce qu'on peut en attendre concrètement. On va essayer d'innover. Alors, soyez tolérants parce que c'est pas la première fois, mais pas loin, qu'on fait ce genre de manip. Et je cherche, mon Frédéric qui est là. Hop. Donc voilà, je vais te lancer. Donc voilà, on change de lieu, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais on vient de quitter les Yvelines pour aller à Héricourt. voilà. Donc maintenant, vous êtes dans l'est de la France. Oui, ce que je vous propose de vous montrer rapidement, et hélas rapidement parce qu'on a peu de temps et l'outil est tellement vaste Ouais, que pas une formation, bien qu'on ne sûr. pourra pas en faire le tour en si peu de temps. Mais ce que je voudrais vous montrer rapidement, c'est la façon dont fonctionne Google Analytics et surtout la façon dont c'est structuré. Ici, vous avez sur cette partie-là, vous avez l'ensemble des rapports qui sont disponibles, sachant que ça c'est la version de base, mais bien sûr on peut customiser un très grand nombre de rapports, en particulier dans la partie du tableau de bord. Donc si on démarre la visite, rapidement là, sur la partie tableau de bord, vous pouvez à la fois avoir des tableaux de bord, et c'est les tableaux de bord dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, avoir des tableaux de bord qui sont partagés au sein de votre entreprise ou des tableaux de bord qui sont privés que vous allez conserver pour vous. Là, j'ai mis un exemple de tableau de bord, par exemple, pour le SEO. Donc, le responsable du SEO va disposer d'un certain nombre d'informations qui sont, et donc ça, c'est des choses qu'on construit pour nos clients, qu'on prépare avec nos clients, qui découlent du plan de mesure que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, et donc on construit l'ensemble de ces tableaux de bord sur la base du plan de contrôle qu'on a du plan de mesure qu'on a défini. Et donc il n'y a pas deux tableaux de bord pareils, hein, c'est vraiment chaque tableau de bord est associé à chaque entreprise et doit refléter ses besoins, ses objectifs, ses stratégies et ses tactiques. Donc voilà un exemple de tableau de bord qui se met à jour de façon automatique en fonction de la date qui est définie ici. Donc derrière, vous avez d'autres exemples de tableaux de bord. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de tout ça, mais globalement, vous avez des éléments de tableau de bord. Ensuite, vous avez des éléments qui permettent de caractériser l'audience, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'avoir une vue d'ensemble des visites, qui permet de voir comment se comportent les visiteurs sur le site, qui permet de voir les indicateurs qui sont liés à la façon dont les gens consomment le contenu que vous mettez à sa disposition. Donc là, on est sur les données d'audience, donc on est plus sur la façon dont les gens les données démographiques, les données géographiques, la façon dont ils, les données géographiques, en fonction des langues. On a tout un ensemble d'informations qui permettent de faire l'analyse dont je parlais tout à l'heure, hein, d'aller dans le détail des choses qui viennent compléter le tableau de bord et qui viennent servir pour comprendre le comportement des visiteurs. De la même façon, sur la partie acquisition, et on en a parlé tout à l'heure, c'est l'ensemble des trafics qui sont mis en œuvre. Et donc, on a pour l'ensemble des trafics un certain nombre de canaux qui sont identifiés, qui là, encore une fois, dépendent de la façon dont du trafic que vous générez sur votre site, hein, mais vous avez typiquement entre quelques éléments là de quelques canaux jusqu'à aller, on va dire, une petite douzaine de canaux qui vont vous permettre d'analyser le comportement des visiteurs en fonction des canaux. Et on voit bien que
le comportement ne va pas être le même en fonction des canaux. Si on est sur suivant la nature du canal mis en œuvre, on va avoir des comportements qui seront différents. Frédéric, Et puis, Frédéric, tant oui. que tu es sur ce slide-là, est-ce que tu peux peut-être aussi, donc c'est bien de présenter les différents canaux, est-ce que tu peux aussi expliquer les différentes colonnes qui sont acquisition, comportement, conversion, qui sont aussi importantes, je pense, de donner un petit peu là-dessus. En fait, on est sur trois dimensions ici qui sont liées d'une part à l'acquisition, donc c'est qu'est-ce qui caractérise le canal qu'on étudie. En horizontal, vous avez les différents canaux. En vertical, là, vous avez les métriques qui sont associées à ces canaux. Et donc ici, on va compter le nombre de sessions, donc le nombre de fois où une visite a été faite. Ici, on va compter le pourcentage de nouvelles sessions, parce que c'est un des paramètres importants de savoir quelle est la proportion de nouveaux visiteurs parmi les gens qui reviennent, et puis le nombre de nouveaux utilisateurs. Donc là, on est sur la partie acquisition, on va mesurer le volume de l'acquisition. Le volume et la qualité de l'acquisition. Et concrètement, les gens qui viennent sur le site internet, voilà, l'acquisition, c'est les visiteurs qui arrivent sur le site internet, ça nous dit d'où est-ce qu'ils viennent et par quel canal, donc référencement naturel. Par quel canal ils sont venus. Ensuite, dans la partie comportement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là on est sur la façon dont le contenu qui est proposé est consommé. C'est-à-dire qu'on va regarder le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est par exemple un indicateur sur le taux de rebond, c'est la proportion de visites à une page, c'est-à-dire les gens qui viennent sur une page et qui repartent immédiatement. Ça figure bien ce qu'on entend par rebond, c'est-à-dire qu'ils rebondissent sur le site, ils arrivent et ils repartent immédiatement. Ils ne voient qu'une page. Le taux de rebond, c'est un indicateur de la qualité de la page d'atterrissage sur laquelle on fait venir le visiteur. C'est aussi un indicateur plus exactement, c'est un indicateur de l'adéquation entre le trafic qu'on génère et la qualité de la page qu'on utilise. Le nombre de pages, le nombre de pages par session, on analyse ici le nombre de pages moyennes qui sont visitées pour le site lors d'une session. On va mesurer la durée moyenne de la session aussi. On va mesurer un certain nombre d'autres indicateurs qui ne sont pas là, mais globalement, on est sur le sujet du comportement. On va regarder comment les gens consomment le contenu qui est mis à disposition. On va regarder comment les gens utilisent le moteur de recherche interne. On va regarder comment les gens rentrent sur les pages et comment ils en ressortent. Quel est le chemin de clic qui est fait. Et puis, le dernier point, c'est toute la partie conversion. Là, c'est vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, qui est toute la partie génération de valeur. Qu'est-ce qui crée de la valeur pour votre entreprise? Eh bien, ce sont les conversions. Et donc, ça, c'est des paramètres qu'on a identifiés et c'est des actions qu'on a identifiées. Là, en l'occurrence, c'est un formulaire de contact qui est rempli et qui permet de compter à chaque fois et d'attribuer à chaque canal la conversion qui est considérée. Et donc, cette vue d'ensemble permet de qualifier au global les différents canaux d'acquisition. Okay. Voilà. Et puis, si on regarde donc le comportement, là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tout ça, mais le comportement, j'ai décrit ici, c'est les pages intérieures. Si on regarde peut-être la partie conversion, ici, on est, si on regarde les conversions sur, on regarde par exemple le flux de l'objectif. Le flux de l'objectif, on regarde par exemple ici, comment se comporte, on a eu une conversion, il y a eu un formulaire de contact qui a été rempli, et on va regarder comment les différentes sources contribuent à l'atteinte de l'objectif, que sont les formulaires de contact. Alors ici, par exemple, on va voir que le flux, c'est quelqu'un qui est venu depuis la source directe. Et donc ces outils permettent encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport au tableau de bord, l'ensemble de ces éléments permettent de comprendre les écarts qu'on constate sur le tableau de bord. Super.
Fred, j'ai une question Alors, d'Olivier qui est complètement dans le sujet là, donc je te propose de la poser tout de suite si tu es d'accord. C'est oui. quel est un taux de rebond acceptable? Alors, un taux de rebond acceptable, j'aurais tendance à vous dire, ça dépend de la nature de votre site. Si vous êtes sur un site qui est purement informatif et où le visiteur vient sur le site pour avoir l'information et repart tout de suite, vous allez avoir un taux de rebond qui va être très important. J'ai un exemple d'une entreprise avec laquelle on travaille, qui a une webcam sur son site, et les gens en fait vont voir la webcam pour savoir quel temps il fait C'est de la neige ou sur pas? cette Dans la station de station de ski. ski par exemple. Et ben, typiquement, là, on avait un taux de rebond qui était de 100% ou qui était très important. Euh, et donc, comme souvent, ces indicateurs-là ont vraiment de la valeur en relatif, c'est-à-dire que si sur le site, Hmm. vous avez sur les pages, vous avez en moyenne des taux de rebond qui sont de 40% et que vous vous apercevez que vous avez une page qui a un taux de rebond de 80%, là on va considérer que cette page, il faut la regarder de près et qu'elle a probablement un comportement pathologique. Hmm. Donc c'est tout à faire il n'y a pas de chiffre dans l'absolu, c'est plus à faire d'analyse des pages les unes par rapport aux autres. Et puis, il faut avoir en tête aussi que les, les taux de rebond dépendent aussi de façon importante en fonction du canal d'acquisition. Hmm. Imaginez par exemple que vous soyez dans un processus où vous voulez développer votre notoriété et que vous mettez en place des campagnes de liens sponsorisés avec des bannières. Hmm. Vous allez mettre des bannières sur des sites où vous allez développer une campagne Facebook pour faire venir pour cibler des gens en fonction de leur profil. Là, vous allez être en interruption, les gens vont venir sur votre site, vous allez générer du trafic, mais il faut vous attendre à avoir un taux de rebond qui va être important Ouais, parce que vous êtes clairement dans un processus, vous adressez un canal qui par essence est volatile et qui va générer des taux de rebond importants. c'est clair. Clair. Donc je ne sais Ouais. pas si j'ai répondu complètement, mais Je pense qu'on peut peut-être donner un euh, ordre de grandeur. Si vous avez un site institutionnel standard, plusieurs pages, voilà, entre 40 et 60%, c'est tout à fait acceptable. Au-delà de 60%, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Après, il faut effectivement regarder en fonction des pages spécifiques, si c'est une landing page, si c'est un landing page, vous avez 100% de ton rebond, vous avez des campagnes, emailing, réseaux sociaux, il y a peut-être un souci. Il est urgent de comprendre pourquoi ça coince. C'est quelque chose qui est, Fred, tu as raison de dire, il faut vraiment l'interpréter au cas par cas en fonction de la page, etc. Mais en tout cas, vous avez des outils et Google Analytics est un des outils qui va vous dire ce qui se passe sur votre site. Alors, il y a Julie qui pose une autre question, je la pose tout de suite aussi pendant qu'on y est. Peut-on paramétrer nous-mêmes les actions de conversion dans Google? Alors, peut-être pas les actions de conversion, mais les objectifs de conversion, oui, Julie, oui, je pense que, je réponds. des objectifs simples, ça peut se faire souvent lorsque l'objectif est associé par exemple à un formulaire de contact. Ouais. Si à la fin du formulaire de contact vous avez une page de remerciement, il vous suffit d'identifier l'URL en question et vous pouvez de façon très simple paramétrer cet objectif. Alors ça, Euh, c'est important ce que tu dis, Frédéric, parce que ça ramène sur une notion qui est importante, c'est qu'il faut que le site soit bien fait pour pouvoir faire du web analytique. Là, tu viens de parler de page de remerciement derrière un formulaire. Il faut bien comprendre que cette page de remerciement, elle doit être associée à ce formulaire et pas à tous les formulaires du site. Sinon, on va fausser les résultats. Donc, il faut vraiment que quand on construit un site internet, il faut qu'on ait en tête aussi cette problématique d'architecture de conversion en se disant, attention, j'ai 5 formulaires que je veux suivre et je vais donc avoir 5 pages différentes, 5 pages de remerciements différentes pour pouvoir mesurer finement chacun des objectifs de conversion. Et c'est pas une seule page de remerciement, même si la page est le message est le même, merci d'avoir complété le formulaire, on va revenir vers vous rapidement, blablabla. Mais il faut que ce soit 5 pages différentes parce que sinon Google ne sait pas faire la différence, savoir quelle page va être associée à quel objectif. Tout à fait, tout à fait.
Donc ça c'est les paramétrages de base. Après, il peut y avoir des choses qui peuvent être un peu plus compliquées. Si vous voulez paramétrer la partie liée au site de e-commerce, ça se fait encore bien sur un certain nombre de plateformes qui ont intégré Google Analytics. Si vous êtes sur une plateforme qui est Allez, ouais, un peu plus ancienne, bah, il faudra passer par quelqu'un qui sera codé et qui saura vous mettre les codes JavaScript qui vont bien. exactement. Là, vous ne pourrez pas le faire vous-même. Ok, on va reprendre la main, Fred. Merci pour cette, Je t'en prie. illustration concrète. Julie te remercie. Et donc, on va reprendre la main, si je retrouve. Voilà. Ok, merci Pierre, c'est là pour me remercier. Hop, on va revenir dans EasyBlink si vous voulez bien. Voilà, c'est fait. Hop là. Ok, bah merci Fred pour cet écran. Donc on vient de faire la démo Google Analytics. On a d'autres outils qui sont disponibles sur le marché parce qu'il y a plein de choses. Si vous vous intéressez aux réseaux sociaux, notamment au développement de votre image de marque, il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle Social Baker, on a peut-être déjà entendu parler, qui est un outil qui permet de mesurer les performances social media. Donc là on est vraiment dans le Gilles, je vois pas ton écran. A. Tu vois pas mon écran? Bah, bizarre. Tu vois pas? Tu me préviens quand c'est arrivé? Oui, mais Est-ce que les autres, on va faire un petit ça sondage. y est, je le vois, je le vois. Ouais, ok, Olivier dit que c'est ok, c'est bon. Harry Court, c'est long, le temps que ça arrive, Bah oui, Céleste. waouh. Donc voilà, c'est pour ça. Ok, tout le monde dit que c'est bon. Merci, merci Françoise, Grèce, Kevin, Philippe, Rémi et tout le monde. Merci à vous. Donc Social Baker, vous tapez sur Internet Social Baker et il y a pas mal de rapports qui sont mis en ligne, qui sont très puissants. Et si vous voulez savoir, par exemple, quelle est la marque qui est la plus puissante aujourd'hui sur Facebook, boum, vous trouvez le top 10. Quels sont ou sur Google+, ou sur plein d'informations. Il y a même des Hauts-Savoyards qui voient mon écran, Frédéric, tu vois. Donc, merci Jean-Paul pour le soutien. Et, et donc voilà, Social Baker, mine d'informations. Si vous avez besoin de comprendre quel média social utiliser pour vos campagnes sociales, une mine d'informations. Outsuite, qui est un partenaire WSI. Donc là, je vais laisser la parole à Pierre, qui est notre spécialiste Outsuite à la maison et qui s'en sert quotidiennement et qui va vous montrer aussi rapidement quelques Voilà, très conseils. rapidement, je vais Ouais. vous montrer. Alors, pour faire court, tout de suite, au même titre que Social Bakers, vous permet de mesurer toutes vos actions marketing et campagnes sur les réseaux sociaux. Disons qu'au de suite, ça va être plus adapté peut-être pour des PME, puisque comme le disait Gilles, Social Bakers, c'est vraiment un outil puissant qui va plutôt être réservé pour des grosses organisations qui ont une présence sur les réseaux sociaux très très importante. Donc voilà, Outsuite fait ça également. Il va vous permettre de planifier et gérer votre portée sur les réseaux sociaux, donc pour mesurer l'engagement. Vous allez également pouvoir faire de la publication automatique et donc trouver, gérer et publier automatiquement du contenu donc pertinent à la cible que vous visez via un tableau de bord unique. Donc ça permet également de gagner du temps. Et surtout la partie analyse, donc pour justement obtenir, récupérer toutes ces données concernant vos messages et donc les avoir compilés dans des rapports qui sont plutôt simples à analyser et à lire pour pouvoir réorienter ensuite votre campagne. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement sur le tableau de bord, donc comment est-ce qu'on peut justement surveiller ces interactions, voir comment se comportent vos concurrents sur les réseaux sociaux, etc. Donc, donc voilà comment ça se présente. Donc vous avez un tableau de bord sur lequel vous allez avoir accès à toutes les informations. En haut à gauche, vous allez avoir l'ensemble de vos réseaux sociaux, de vos profils que vous avez préalablement paramétrés. Donc vous allez pouvoir faire de la publication, donc choisir sur les réseaux sociaux que vous voulez publier et publier de façon
automatique et instantané, donc en simultané sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également même les programmer si vous souhaitez les programmer sur du long terme, etc. Donc, par contre, aujourd'hui, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la partie suivi et analyse de ce qui se passe sur vos réseaux sociaux, avec des flux qui sont également préalablement installés. Si on prend l'exemple de notre compte Twitter, par exemple, vous allez pouvoir donc suivre toutes les publications et donc les veiller aux actions que vous réalisez sur Twitter. Ici, par exemple, on a installé des flux d'actualité. Vous allez avoir tous les retweets, les tweets qu'on a pu vous envoyer, par exemple, également les tweets que vos followers ont ajoutés en favoris, donc ce qui va permettre de mesurer l'impact des tweets qui ont plus fonctionné que d'autres, donc justement après de pouvoir réorienter ou réutiliser des techniques qui ont plutôt fonctionné. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a les mentions, les retweets, les nouveaux abonnés, les messages directs, etc. Vous pouvez même faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir installer des flux. Par exemple, si j'ajoute un flux, depuis cet ordinateur, je peux pas, non, j'en ai déjà trop, c'est pour ça. Donc, admettons, j'en supprime un. Je vais pouvoir ajouter un flux en fonction de recherche par mots-clés. Si par exemple vous souhaitez suivre tous les tweets qui concernent le marketing digital, vous rentrez la requête marketing digital et vous allez avoir dans ce flux l'ensemble des tweets avec la mention marketing digital sur la sphère Twitter. Et vous pourrez même ensuite géolocaliser si vous souhaitez suivre des tweets qui sont locaux. Et vous avez également une partie analyse sur votre tableau de bord ou de suite. Vous allez pouvoir générer des rapports assez précis sur vos profils que vous avez rentrés, donc Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, etc. Avec donc les taux d'engagement que vous allez pouvoir mesurer, des informations sur les abonnés, savoir également qui fait quoi en termes de followers ou de fans. Également les contenus qui ont le plus fonctionné, des rapports également qui peuvent être liés à votre compte Google Analytics comme vous pouvez le voir ici, donc qui vous permet en fait d'avoir tout sur un seul rapport qui vous permet ensuite de poser les choses et vérifier ce qui a fonctionné. Et vous avez également les résumés des clics, donc ce qui vous permet de savoir tout en détail, et donc c'est un outil qui est relativement puissant. Donc voilà, c'était très rapide, mais c'était histoire de vous montrer comment ça se présente. Vous allez avoir également Uberview, qui est un outil plus avancé, donc qui appartient à OutSuite. Grâce à Uberview, vous allez pouvoir avoir une vue intégrale des conversations sociales qui comptent pour votre entreprise, mais également des données sociales en temps réel, le tout via des tableaux de bord simples à lire et très visuels, et qui sera facilement utilisable par votre organisation. Donc voilà, donc OutSuite, en gros, c'est vraiment un outil qui vous permet d'identifier les facteurs de succès d'une campagne sur les réseaux sociaux et en toute facilité. Et donc vous pouvez, grâce à ça, être à l'écoute de tout ce qui se passe sur la sphère, sur votre sphère des réseaux sociaux. Alors, il y a Jean-Paul qui pose une question en disant ces outils permettent-ils de mesurer les performances sur SlideShare? Alors il faudrait vérifier. Pour l'instant, je crois qu'il y a Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, et je crois que SlideShare en fait partie, mais à confirmer. Si vous souhaitez par la suite, on vous contactera, on vous enverra un petit mail pour vous confirmer ça, mais je pense qu'il y a moyen de suivre ce qui se passe sur SlideShare. Ok, super. Merci Pierre. Merci. On est très en retard, donc on va accélérer. On a d'autres outils qui sont... alors là, il y a des outils gratuits, il y en a qui sont payants. Bien sûr, tous ont une version... enfin, tous. Google Analytics est gratuit. Il y a une version payante, je crois. Là, je parle, Frédéric, je crois qu'il y a une version maintenant payante de Google Analytics. Oui, tout à fait. Il y a une version payante, mais la version de base est gratuite. Et déjà très puissante. Oui.
Donc la version, donc c'est souvent ce modèle-là qui est utilisé, c'est-à-dire un modèle freemium, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est gratuite et si vous en voulez plus, vous achetez. Donc au-dessus, il y a une version gratuite, vous pouvez passer une version payante, puis il y a une version encore plus payante qui permet d'aller plus finement avec par exemple, la solution Hyperview. Alors sachant qu'au-dessus, tu es un partenaire WSI, et donc on a là aussi au sein du réseau des experts sur au-dessus qui peuvent vous aider à configurer, mettre en œuvre et vous aider à vous approprier ces outils-là qui peuvent. Bon, Pierre, il l'utilise tous les jours, donc il est allé vite. Mais on peut vraiment vous accompagner là-dessus si vous avez un besoin. Un autre outil amusant, alors pourquoi amusant? Parce que déjà rien que le nom m'amuse. Bon, Quicksprout, à chaque fois, Frédéric qui me dit celui-là, je ne vais pas le présenter, c'est toi qui t'en occupes. Je te remercie, Frédéric, d'ailleurs, du cadeau au passage. Donc, Quicksprout, c'est un petit outil qui est fait par une société américaine, anglo-saxonne, et ils ont, vous pouvez le chercher sur Internet. Et moi, j'aime bien utiliser Quicksprout, pas seulement faire plaisir à Frédéric, mais aussi parce que ça me permet d'avoir des indicateurs clés pour savoir quels médias sociaux utilisent mes concurrents, par exemple, ou les concurrents d'un de mes clients. Donc, on a les médias sociaux, il y a pas mal de gens qui se disent est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est important, est-ce que les gens s'en servent, etc. C'est un moyen simple de démontrer rapidement à un client, ou pour vous hein, d'ailleurs, si vous connaissez vos concurrents, allez sur Quicksprout, tapez le nom de leur site internet dans la barre de moteur de recherche, il va vous sortir, si vous cliquez sur l'onglet au milieu Social Media Analysis, il va vous montrer les médias sociaux qui sont utilisés pour développer son notoriété et son activité. Alors, ça peut être plus ou moins important. On va voir très rapidement s'il utilise Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, ou d'autres. Enfin, ces 5-là en tout cas déjà. Et ça vous donne un premier éclairage qui est assez intéressant. Donc ça, c'est un petit outil sympa qui permet très rapidement de se dire, tiens, mes concurrents sont sur les réseaux sociaux, ils sont assez actifs sur LinkedIn, et moi, pourquoi je ne suis pas? Un autre outil plus puissant, là, ça fait à peu près la même chose que Quicksprout, mais là, c'est un outil qui est payant pour le coup, qui permet d'analyser la performance des articles des concurrents. C'est-à-dire que, ok, on sait quels sont que nos concurrents sont sur Internet, ou que les leaders sont sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils y font? Donc, on voit là qui fait quoi sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest et Google+, toujours les 5 principaux même. Mais ça va plus loin et ça permet de mettre en évidence les articles de posts qui ont marché, qui ont eu de l'interaction. Et vous voyez dans les bulles bleues là, qui sont indiquées, c'est le nombre d'interactions par média social, par publication. Donc, c'est un peu comme, j'ai bien aimé ta remarque hier, Frédéric, où tu me disais, c'est un peu comme les outils de recherche pour les mots-clés. Bah oui, là, ça nous permet de trouver des articles, des sujets sur lesquels il faudrait qu'on communique, puisque c'est des sujets où il y a de l'appétence, où les gens s'intéressent et il y a de l'interaction. Donc, il n'y a peut-être pas que le contenu, il y a aussi la forme, le ton, il y a plein de choses, plein de critères qui peuvent être importants pour engager justement cette interaction. Mais, voilà, vous avez l'outil qui vous permet, comme pour le référencement naturel, comme pour le référencement payant, de savoir ce qu'il faut faire pour avoir une bonne action sur les réseaux sociaux. Alors cet outil, il est vraiment magique, il vous permet de trouver vraiment les bons articles, les influenceurs, de mettre en place des alertes, de faire aussi des rapports. Il marche dans toutes les langues. Vous pouvez avoir des filtres par créneau, par ancienneté. Est-ce que c'est sur les dernières 24 heures? Parce que ça va vite, hein, les réseaux sociaux, ça peut aller fou. Il peut y avoir des buzz qui se déclenchent en quelques minutes. Donc c'est un outil très puissant. Et on peut faire des rapports là aussi, comme on a pu voir. Alors je vais très vite, parce qu'on a encore d'autres outils à vous parler. Un autre partenaire de WSI qui s'appelle HubSpot. Donc lui, c'est une plateforme de marketing automation. Donc c'est une plateforme qui a pour but de faciliter justement, parce que ces gens-là, ils ont compris qu'aujourd'hui, faire du marketing digital, ça devient un peu compliqué. Parce qu'on peut faire un site internet, on peut faire des réseaux sociaux, on peut faire de l'emailing, on peut faire des campagnes de référencement payant, on peut faire du mobile, on peut faire plein de choses. Et sur tous ces canaux-là, il faut être capable de mesurer la performance, de vérifier que tout ça marche, etc. Donc HubSpot, ils ont créé cette plateforme qui nous permet à nous, experts en digital marketing, d'être beaucoup plus efficaces pour nos clients, pour mettre en place un canal de conversion qui va
faciliter la conversion des internautes, non seulement sur la partie d'autorité, développement de l'autorité, mais aussi sur la partie transformation de ces visiteurs en prospects, puis de prospects en clients et de clients, pourquoi pas en ambassadeurs. C'est tout le projet que, que vous propose, que vous facilite en tout cas la plateforme HubSpot, c'est de mettre en œuvre une plateforme qui vous facilite la vie pour gérer toutes les actions marketing digital que vous avez besoin de faire dans votre entreprise. Alors ça, c'est une plateforme qui est payante, elle s'associe à votre site internet. Vous pouvez très bien mettre HubSpot sur un site internet existant sans avoir à refaire votre site sur HubSpot. Et ça va vous faciliter la mise à jour de toutes vos actions digital marketing. Alors concrètement, évidemment, bien sûr, derrière, il y a des tableaux de bord, il y a plein de choses, mais c'est très structuré, très simple. Là, ce qu'on veut mesurer, c'est combien il y a eu de visiteurs, combien il y a eu de contacts, combien il y a eu de clients. Boum. Et par quel canal? Quel canal était le plus efficace? Est-ce que c'est le référencement naturel? Est-ce que c'est le référencement payant? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'emailing? Est-ce que c'est mobile? Bref, tous ces canaux sont scrutés en analyse. On peut tout mesurer de façon claire et complète. Voilà, donc c'est vraiment un outil très puissant pour mesurer, pour faciliter. Quand on commence à avoir beaucoup de choses, il faut se concentrer à l'essentiel et d'avoir une solution complètement intégrée, unifiée, qui permet de savoir tout ce qui se passe, ça permet de gagner un temps fou. Donc ça, HubSpot, c'est pour les entreprises qui ont déjà un site internet, qui font déjà de l'emailing, qui font déjà des réseaux sociaux, qui font du référencement naturel, qui font du référencement payant, et qui se disent, waouh, j'aimerais bien aller plus loin, être plus efficace, mais j'ai un peu de mal à configurer tout ça, j'ai du mal à savoir ce qui marche pas, j'ai du mal à savoir ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin. Bah, HubSpot peut être une solution. En tout cas, n'hésitez pas à nous demander si vous avez envie de savoir, on sera ravis de vous donner un éclairage. Est-ce que j'ai le temps de vous faire une petite démo de HubSpot? On va aller très vite. Bon, voilà, donc rapidement, vous avez le tableau de bord d'HubSpot qui vous montre sur ce mois-ci par rapport au mois précédent, en termes de nombre de visiteurs par rapport au mois d'avant, est-ce qu'on est devant ou derrière? Est-ce qu'en nombre de contacts, est-ce qu'on a fait mieux que le mois précédent? Ben non, on est un peu moins bon. Et en termes de landing page, quel est le taux de conversion de nos landing page par landing page? Donc là, typiquement, vous voyez le landing page webinar web analyse dans lequel vous êtes passé forcément pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui et participer avec nous. Vous avez qu'on a un taux de conversion de 31,67%, ce qui est assez remarquable pour une landing page. Et donc, ça veut dire qu'on a fait un bon boulot de ciblage et que vous avez été un tiers à venir, pratiquement un tiers à venir à tous ceux qui sont venus sur la landing page, il y en a un tiers qui ont converti, ce qui est remarquable, hein, comme conversion, comme quoi Pierre a fait du super boulot. On peut voir des actions de blogging, on peut voir. Donc tout ça, ça réunit en fait pas mal d'outils qui ont été présentés précédemment, pas tous, mais ça en réunit pas mal et ça permet de voir aussi les campagnes d'emailing, ça permet de faire tout ça. Donc je vais aller vite parce qu'on a malheureusement pas le temps, il faut qu'on accélère. Donc je vais revenir à mes moutons et vous revenir à la fin de notre webinaire pour vous expliquer ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place des outils d'analytique, le temps passe vite, hein, je suis désolé, j'accélère. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place d'outils analytiques vous permettront d'avoir une facilité, la vision claire de vos objectifs business et adapter à votre stratégie. Donc ça vous permet aussi d'avoir une bonne connaissance de tous ces outils, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Certains de ces outils nécessitent une compétence technique, mais je m'aperçois que c'est Frédéric qui doit dire tout ça. Frédéric? Oui, non mais vas-y, tu le dis très bien. Simplement pour compléter, je te dirais que le domaine où nous on intervient en tant que consultant et puis vous clients où vous intervenez, sur la première partie clairement, je dirais la balle elle est dans votre camp. Donc nous on peut vous aider à y voir clair en faisant du consulting sur la partie stratégie, objectif, tactique. Et là, sur le sujet des tactiques, on commence, nous, à pouvoir vraiment vous accompagner efficacement. Ensuite, sur les parties bonne connaissance de ce que l'outil peut et ne peut pas, bah,
bien sûr, on sait vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis sur la partie mise en place, et pour répondre à la question de tout à l'heure, hein, sur la partie mise en place technique et implémentation, il y a des choses simples que vous pouvez faire de votre côté. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, qui vont demander l'intervention de gens qui connaissent les plateformes et qui connaissent les outils. Il y a Sylvia qui est gourmande, elle demande 1 heure de plus. C'est vrai qu'il est 15 heures et malheureusement, Sylvia, il va falloir qu'on laisse mais on sera ravis de casser 1 heure de plus avec vous. Je continue. Alors, donc ça, c'est ce que tu disais, c'était important. Hein. Donc, il y a vraiment un focus sur le côté client et la relation client-consultant, idéalement W6, c'est marqué en dessous. Euh, mais, euh, mais voilà, donc le client doit se concentrer sur sa vision des objectifs business et comment il veut mettre en œuvre, quels moyens il veut mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Et, et ce mix, ce couple gagnant, client-consultant, qui va permettre d'atteindre plus rapidement les résultats. Pour en savoir plus, on a coécrit un livre qui s'appelle Digital Minds qui est en vente sur Amazon. Si vous voulez le recevoir, la version électronique, vous me tapez juste un petit OK dans la ligne ou un petit livre Digital Minds en version PDF. On sera ravi de vous envoyer le lien pour que vous puissiez le télécharger gratuitement. Sinon, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Il est au prix de 19 euros. Et on a juste un petit sondage à faire avant de répondre à quelques questions. On va aller vite. Donc on a un petit sondage à vous poser, une petite question. Donc on va essayer de le lancer tout de suite. On va voir si on ne vous a pas endormi. Donc voilà, on a pensé qu'on pourrait peut-être vous aider sur 4 grands domaines: évaluation de votre maturité, diagnostic de votre performance de web analyse, optimisation peut-être, ou formation. Est-ce que vous pouvez nous dire Alors Jean-Paul, vous aurez le support de présentation et le livre bientôt. Donc là, vous êtes en train de répondre aux questions, je vous remercie, c'est formidable. On n'a pas réussi à vous endormir complètement. Bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je vous laisse quelques secondes encore pour. En tout cas, ça va être utile pour nous pour savoir comment revenir vers vous pour éventuellement votre consultant, le consultant qui s'occupe de vous va revenir vers vous pour voir comment il peut vous aider de manière la plus efficace possible. Ok, bon, je pense que vous avez eu le temps de répondre. Merci, je vais partager les résultats pour vous montrer que c'est amusant, l'Internet. On peut. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Partager, c'est celui-là. Voilà les résultats. Donc vous êtes à 37% pour une phase d'évaluation, 32% pour une phase de diagnostic, 21% pour une phase d'optimisation, 37% pour du coaching ou de la formation, 21% autre. Donc on aura besoin de comprendre bien sûr ce que vous entendez par là. Alors, je continue. Merci d'avoir répondu à ce questionnaire. Merci. Et une petite séance, toute petite séance de questions-réponses. Donc si vous avez, parce qu'on est en train de traiter pas mal au fil de l'eau, mais si vous avez une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la poser, c'est le moment. On ne va pas repartir pour 1 heure, Sylvain, mais on sera ravis de répondre. Une question, au moins les 3 premières et 4 même pour la vision globale. Donc ça, c'était pour répondre. Ok. Est-ce qu'il y a une question? Non? Bon, a priori, c'était clair. Pas de questions toutes chaudes là. Je pense qu'on a fait du bon boulot, Frédéric. D'accord, la prochaine. D'accord, la prochaine session de vente Sylvain. Très bientôt, on va redémarrer au mois de septembre. Car Jean-Paul qui nous dit avez-vous d'autres webinaires prévus car très bien fait et utile. Merci Jean-Paul. Pas de questions, c'est pour du webinaire. Saison 5 démarre bientôt, effectivement. La saison 5 au mois de septembre et vous serez informé via mail ou par notre site internet dans la rubrique ressources. Et en septembre, on passera de la théorie à la pratique avec des cas clients concrets sur lesquels vous pourrez vous identifier. Oui, voilà, on va essayer d'innover et on va essayer de faire intervenir des clients. Comme là, on a eu Frédéric qui venait comme quoi même Héricourt, ils ont Internet, c'est incroyable. C'est même pas normal, hein. Je pense que t'aies Internet. Non. Tu veux t'attirer des ennuis, Gilles. Tu me connais, j'aime bien te chahuter.
En tout cas, merci à vous tous. Merci Frédéric Merci pour de la participation. votre participation. Merci à vous, merci Pierre. Merci, au revoir. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Bonnes vacances à toutes et à tous. Au revoir.